Salut à tous, bon, vous l'avez demandé, aujourd'hui on va parler et tester les Claymore. Ces épées gigantesques à deux mains, aujourd'hui on va l'analyser scientifiquement et surtout en tester. J'en ai ici avec moi, ça va être dingue. Dans ces deux sacs, il y a les fameuses Claymore. J'en ai jamais vu de ma vie. Je les ai donc commandées sur la forge médiévale et c'est des boss parce que, en fait, ils m'ont envoyé un message instantanément quand ils ont vu la commande. Et en gros, ils m'ont mis deux autres Claymore en plus, juste pour vous, pour que je puisse vous les montrer et les tester. Donc une Claymore qui normalement est incroyable au niveau test, tranchant, etc. Donc bref, c'est des boss, allez checker leur site. La forge médiévale, c'est donc des artisans français. Ils font ça ici avec des forgerons de chez nous, c'est quand même cool. Et donc on va découvrir leur Claymore. Reproduction vraiment à l'identique de cette épée vraiment mythique. On va découvrir ça. Il me faut un truc pour ouvrir. Putain, c'est carrément lourd. Ah vache, mais c'est hyper lourd. Attends, on dirait Sephiroth. Ok, je vais ouvrir l'autre. Waouh! Alors celle-ci, a priori c'est la réplique la plus fidèle. C'est celle qui est prête à l'emploi, qui est aiguisée, qui est affûtée. C'est celle-ci qu'ils ont rajoutée en plus pour vous. Je me demande s'ils avaient le papier bulle à l'époque, les Highlander. C'est vraiment incroyable. Et effectivement, elle est hyper aiguisée. Oh, la pizza va être prête. Elle est huilée, donc c'est comme ça qu'on prend soin des lames. Et le feeling est vraiment titanesque. C'est vraiment totalement différent du feeling qu'on peut avoir avec le katana où c'est très léger, c'est beaucoup plus léger. Ça c'est hyper lourd et vraiment j'ai hâte d'essayer ça. Donc celle-ci, elle n'est pas affûtée de la même façon. L'autre Claymore est vraiment un modèle qu'on peut utiliser, il est utilisable. Alors que celui-là c'est plus un modèle d'exposition. Donc c'est bien justement, je vais pouvoir tout vous montrer. Elle est belle quand même celle-là aussi. T'es mal à la taille du truc. Ça tu tranches des dragons. Par contre, ils sont très chauds en emballage aussi. Voilà, la réplique parfaite de la Claymore. Je vais aller au biome en métro avec l'épée comme ça. Je pense que les gens ils vont rien dire. Je vais la caler dans mon petit truc de pantalon là. Allez hop mes chevaliers. Vous rêvez pas, ce que je tiens dans mes mains juste ici, c'est bien une Claymore. C'est lourd. C'est vraiment l'épée que vous avez vue dans de nombreux jeux vidéo, dans de nombreux films. Cette épée qui se tient à deux mains a bel et bien existé. T'imagines ça ? Sur des champs de bataille, le flip que tu devais mettre à tes adversaires, enfin bref, c'est titanesque. J'ai peur d'aller l'essayer par contre. Donc le nom que l'histoire a donné à cette épée, c'est bel et bien la Claymore. Un nom pas tout droit sorti de l'univers de Final Fantasy, non, ça vient tout droit du mot Claidheim mort. Claidheim mort. Prononciation certainement nulle. Et ça en gaélique écossais, ça veut tout simplement dire grande épée. Car ce sont bien eux, vraiment les Highlanders d'Écosse, aka des montagnes de muscles qui vivaient dans les hautes terres, qui la maniaient, cette fameuse Claymore entre le 16e et le 17e siècle. Des maboules, vraiment. Manier ça, à quel moment t'as envie quoi? Enfin moi je trouve que c'est très lourd. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, la montagne de muscles, bah ça va être moi en fait. Car c'est à la science derrière cet outil de démolition en forme d'épée qu'on va s'attaquer. Parce qu'elle est vraiment incroyable. Nous voici en Écosse, c'est faux, on est en Essonne, c'est presque pareil. J'ai pu voir des gens tester des Claymore et expliquer plusieurs techniques, notamment la technique de la tornade, moi je l'appelle comme ça, qui consiste en fait à tourner sur soi-même et à faire des attaques circulaires vraiment comme ça. Et comme tu as un rayon qui est hyper large parce que tu peux tendre les mains et que là du coup tu as déjà une allonge de on va dire 60 cm et que l'épée et la lame elle fait 1m10, 1m20, bah tu as une vraie allonge en fait et du coup tu peux absolument tout péter ce qu'il y a autour de toi. C'est un peu comme quand Link qui fait comme ça, tu vois. Sauf que lui, je sais pas si c'est un Highlander comme moi. Mais bon, bref. En gros, l'idée, c'est vraiment de mettre des coups comme ça, là. Bon, moi, je suis pas du tout un spécialiste, mais la personne que j'ai vue passer son temps continuellement à faire des enchaînements comme ça, j'aurais dû m'échauffer les épaules, parce que vraiment, c'est quelque chose. C'est sûr que demain, je vais avoir des courbatures. On est bon. Ok, donc comme je disais, un maximum de mouvements circulaires. Bon, ça, c'est ce que j'ai pu voir. Et l'idée aussi, c'est de mettre une main au-dessus de la garde et l'autre en dessous, presque au niveau de la boule. L'idée, c'est pas de venir comme ça, comme avec un katana, par exemple. Là, si je fais ça, c'est une horreur. Le centre de gravité, il est super dur à gérer. Je suis quand même vachement contraint à aller par là, alors que si j'écarte tout de suite, j'ai beaucoup plus d'emprise et c'est beaucoup plus simple. Tu vois dans les films, ils font comme ça, là, comme avec les sabres laser, etc. Tu sens que c'est pas une épée avec laquelle tu dois faire un truc comme ça parce que c'est tellement lent, c'est tellement dur, c'est tellement contraignant en fait. C'est pas une épée qui est faite pour avoir de la rapidité et de l'agilité. C'est pour ça que les techniques circulaires, je pense que c'était vraiment plus adapté à ce genre d'épée qui est super longue et super lourde. Et j'en vois déjà qui se préparent à faire chauffer leur clavier, car si le mot Claymore désigne aujourd'hui cet énorme mastodonte qui m'arrive à l'épaule, clairement, selon certains, ça n'a pas toujours été le cas en fait. Pire, nous nous serions même carrément plantés, car c'est d'abord pour désigner ça que ce mot aura été créé. Et ça, ça n'a rien à voir avec ça. Aïe!
Je me suis fait mal. Puisque cette épée est en fait une épée de garde à panier, ou l'arme nationale d'Écosse si vous préférez. Ouais, parce que j'ai aussi une épée de garde à panier, la voilà. Donc c'est vraiment un autre style, c'est beaucoup plus maniable, beaucoup plus léger. Et donc il y a cette fameuse garde où tu mets ta main à l'intérieur, t'es tranquille, on peut pas te la couper quoi. Donc a priori, il n'y a pas énormément de rapport avec cette fameuse Claymore. Et cette affirmation en fait, elle vient du fait que l'appellation Claymore n'aurait été retrouvée dans la littérature qu'à partir du XVIIe siècle pour nommer justement cette épée option velours. Mais si c'est peut-être vrai pour les textes spécialisés, selon l'un des experts avec qui j'ai parlé, ça le serait moins pour ceux écrits en gaélique écossais. Pour cela, c'est simple, cette épée qui pourrait rentrer en compétition avec le marteau de Thor était bien appelée Claymore. Du coup, comme ça, a priori, pas de jaloux. Bon, par contre, ça vous a pas échappé, je pense. Si j'adorerais les voir en 1v1, vraiment les deux là, c'est pas avec le même style, ni même d'ailleurs à la même époque qu'on pourra voir un affrontement comme ça. L'épée de garde à panier est plutôt utilisée dans le XVIIe et le XIXe siècle, avec sa centaine de centimètres de long, sa cage anti-coupe-doigt et son poids plume. C'est sur les combats rapprochés à une main qu'elle excellait. Comme ça en fait. Ça c'est cadeau, petite démo, bon, voilà, non mais ça fait plaisir. Celle-ci, par contre, tu t'imagines bien que c'est pas en combat rapproché. C'est plutôt sur les bastons à distance qu'elle donnait tout ce qu'elle avait, celle-ci. Aragorn, quand il arrive, il défonce tout avec ça. On se tente la découpe d'objets. Les personnes de la forge médiévale m'ont bien expliqué que celle-ci elle est affûtée bien comme il faut et qu'elle serait tranchante et qu'on peut essayer, mais c'est pas non plus fait pour ça, c'est pas un katana quoi. Donc on va tenter et on va démarrer avec une bouteille d'eau. Mais déjà, la zone de précision, c'est 20 cm, je sais pas du tout comment je vais faire. Faut juste que je vois si je suis plus à l'aise en enroulé gauche ou droite. Donc en gros, j'ai pas du tout bien visé, mais attends, mais c'est ouf en fait. Mais c'est nimp. On était là, ouais, ça va peut-être pas couper. Putain, regarde ce qu'on a fait. Mec, c'est abusé. Ok, bon, je pense que deuxième essai, c'est parti. Pas mal. Ok, un peu plus bas. Pas sûr de ce qui s'est passé, mais je crois pas l'avoir coupé, hein. Je l'ai juste explosé quoi. Nouveau test, je vais faire une frappe cette fois-ci vraiment verticale et on va voir ce qui va se passer. Normalement elle est un petit peu plus épaisse cette matière, donc on va voir. Ça a plutôt pas mal marché là. Ah mais attends, mais faut voir le replay, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien suivi de cette histoire là. Ouais, on en a déjà parlé dans la vidéo portant sur le katana. L'un des ingrédients d'une bonne coupe, eh bien en fait c'est le mouvement, ou plus exactement la taille globale de contact de votre lame avec par exemple un bras. Plus il y a de contact de lame avec le bras, plus il n'y a plus de bras. Donc avec une lame aussi longue qu'un enfant par exemple, même plus qu'un enfant, eh bien la surface globale de contact de votre lame avec votre cible a des chances de sacrément augmenter. C'est vraiment un super atout de cette épée dont certains n'auraient carrément pas hésité à abuser. Selon le mythe, la plus grande Claymore que la Terre ait jamais portée ferait 2,24 m. Voilà, comment tu veux manier un tel truc? Déjà que ça c'est super lourd, mais 2,24 m, ils étaient fous à l'époque. Lorsque l'on parle de cette arme d'ailleurs, c'est pas le seul facteur à prendre en compte, et finalement par rapport à d'autres épées qui se maniaient à deux mains, en fait c'était pas la plus grande. Par exemple l'épée germanique Zweihander, peut-être qu'un jour on aura l'occasion de la tester. Eh bien elle pouvait mesurer parfois jusqu'à 213 cm, 2,13 m. Donc là évidemment c'est pas à l'épaule qu'elle me serait arrivée parce que je ne mesure pas 2 mètres. Ce qui fait aussi la réputation des Claymore à deux mains, eh bien c'est aussi ces quillons inclinés munis de ces trèfles caractéristiques. Ça vraiment c'est une touche écossaise qui permet en fait d'améliorer la défense du porteur. En fait ces trucs là ça paraît rien, mais c'était pensé pour améliorer la défense, améliorer le fait de pouvoir parer certains coups. Ça te permet d'améliorer tes chances de garder tous tes doigts, donc c'est plutôt pratique quand on a besoin sur toutes ces deux mains pour manier une épée comme ça. Mais si les ennemis parvenaient quand même à s'approcher trop près, eh bien c'est au tour de son pommeau tout-terrain de jouer. En plus d'équilibrer votre épée et de limiter la propagation des ondes de choc dans votre main, eh bien cette grosse boule avait pour mission de casser des crânes. Vraiment sur les champs de bataille à l'époque, ça devait être un drôle de délire. Hein. Personnellement, j'y vais pas. Donc dans le domaine de casser des crânes et de couper des membres, les Claymore sont vraiment performantes. Et les écrits des témoins de leur dernière sortie, ils sont là pour le confirmer. Au soir du mercredi 27 juillet 1689, ce n'est en effet pas des cailloux qui recouvraient le sol montagneux de Killiecrankie. Non, c'était aussi des Anglais au crâne complètement défoncé. La célèbre bataille qui porte le nom de ce village des Hautes-Terres d'Écosse venait en effet à peine de s'y achever. Et avec elle la mort de 1500 à 2000 membres
membre des troupes de Guillaume d'Orange, le roi d'Angleterre qui revendiquait alors le trône du royaume d'Écosse. Et lorsque la calotte crânienne des soldats n'était pas complètement enfoncée dans leur crâne, dégueulasse, en fait c'était plutôt leur tête qui était divisée en deux. La faute à cet outil de malheur là. Donc bref, c'était horrible ce qu'on pouvait faire avec cette arme. Ce spectacle était tellement angoissant que, toujours selon les témoins, il aurait même glacé le sang de ceux qui en étaient les responsables. Enfin seulement des Highlanders qui avaient la chance d'être encore en vie. Parce que, spoiler alert, contrairement à ce qui est dit dans le film, ils étaient pas tous immortels en fait. Et même s'ils en ont jamais douté, eux, d'être immortels, de toute manière les défauts de leur arme leur auraient vite rappelé. Et oui, parce qu'il y a quand même des défauts là-dedans. Ok, nouvelle stratégie pour cette paille. Je vais plus peut-être faire un mouvement un peu angulaire comme ça. Avec le katana, ça va bien marcher dans le sens où tu fais vraiment une entaille comme ça. Je vais essayer. En gros, l'idée c'est comme ça quoi. Ok, Highlander, c'est moi. Ça montre bien en fait ce que cette épée est capable de faire. Elle n'est pas faite pour trancher, mais elle est ultra puissante. Elle est faite pour casser des trucs. Et c'est précisément ce qu'on fait là en fait. C'est une épée ultra bourrine. Bon, ça tranche un peu quand même. J'aurais peut-être pu la couper en un coup parce que là, à mon avis, je l'ai fait en une seule fois. C'est le retour du Highlander avec son nouveau protocole expérimental. Maintenant, on va partir sur une frappe latérale, comme s'il y avait un ennemi ici, là, qui voudrait par exemple prendre mon village. Que moi j'arrive, que je lui fais ça. Mais ça coupe un peu, je vais refaire. Ah ouais. Tu veux prendre mon village? Ok ouais. Ah, c'est comme ça que ça se passait chez les Highlanders. Donc ouais, ça picote quand même, hein. Ok, nouveau test avec quelque chose de une densité différente, c'est plus de la fougère. On va tester ça. C'est le retour de Christophe Lambert. Alors, tu veux prendre mon village? Ah, regardez-moi ça, ça c'est beau ça. Tu vois? Bon bah c'est très puissant, c'est beaucoup plus puissant que tranchant, vraiment tu peux tout péter avec ça quoi. C'est assez effrayant. Vraiment lancer à pleine puissance sur quelqu'un, ça doit faire tellement mal. Votre jardin est beaucoup trop schlag et vous avez la flemme de l'entretenir, mais ça se comprend. En plus de ça, vous détestez le bruit des moteurs. Mais par contre, vous adorez l'univers médiéval. C'est vrai que c'est pas mal. Eh bien, ne cherchez plus. Figurez-vous que nous sommes la société qu'il vous faut. Et nos prestations sont également disponibles dans le métaverse. Alors n'hésitez pas à faire un premier devis gratuit. Ok, cette arme était incroyable, question portée et puissance de coupe, mais ce sont vraiment deux qualités qu'elle a obtenues en sacrifiant d'autres. Au hasard, je sais pas, la vitesse par exemple et l'agilité. T'es obligé d'être Dwayne Johnson, c'est impossible, le truc est immaniable tellement c'est lourd, enfin bref, c'est pas pratique. En tout cas pour moi, je débute en tant que chevalier, donc forcément j'ai pas encore les bonnes practices. Ce truc là, il pèse pas moins de 2 voire 3 kg, donc quand t'as un long truc comme ça avec une longue portée qui fait 3 kg, c'est super dur à manier. Il faut vraiment la porter à bout de bras pendant de longues minutes, imagine pendant les batailles, laisse tomber. Toi quand tu portes des poids comme ça là, voilà, c'est sur tes mains que le poids est concentré. Mais le centre de gravité d'une Claymore, il est pas du tout adapté en fait, il est pas dans les mains. Non, en fait, il est assez éloigné de leur corps. C'est ça qui rend le truc pas du tout maniable. Donc ça, c'est une caractéristique qui automatiquement te fait perdre des points de dextérité. Et avec un peu de malchance, si t'es pas très entraîné, des points de vie aussi. Ah bah tu te fais embrocher. Et c'est même pas tout, parce que les lois de la physique, la gravité et tout ça, ça existait déjà. Et je pense que vous avez remarqué, mais quand on lance un truc en ligne droite, il a plutôt tendance à vouloir continuer dans sa lancée, en tout cas pendant un certain temps. Une progression qu'il est encore plus difficile de perturber si l'objet a une masse importante, comme je sais pas moi, une épée de 140 cm peut-être et de plus de 2 kg. Résultat, à l'époque, a priori, vous aviez pas du tout intérêt à vous louper lorsque vous amorciez un giga coup comme ça, parce que sinon vraiment le truc il t'emporte et c'est vraiment une invitation à vous buter que votre ennemi va certainement accepter, tu vois. S'il voit que tu commences à te baigner par là-bas, lui, et puis ça dégage. Vos deux bras lancés dans la mauvaise direction et c'est en effet toutes vos parties vitales qui sont exposées. Et du coup, vous creviez. Ça, c'est des désavantages aux conséquences plutôt relous quand même, qui faisaient que votre Claymore n'était pas sûr de faire le poids contre une arme plus petite et peut-être plus légère et capable d'être déplacée plus vite dans les airs. Du coup, en 1 contre 1 contre une épée à garde du panier, c'est finalement pas certain que ce soit la Claymore qui gagne. Par contre, en puissance, intestable le bordel. On a fait le katana, la Claymore, qu'est-ce qu'on teste la prochaine fois? Mettez-moi ça dans les commentaires. Je tiens vraiment à remercier pour cette vidéo l'historienne Valérie Toureille, spécialiste de la guerre médiévale, Nicolas
Baptiste de la chaîne des Geekstoriens, le forgeron Christian Vanderlyck, spécialisé donc en armes médiévales, ou encore Léo Tacan de la Forge Médiévale pour le prêt de ses armes. Merci vraiment à vous. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit pouce en l'air, à la partager vraiment, partager la Claymore à vos potes, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner en cliquant quelque part par ici pour ne jamais rien louper de ce qui arrive sur la chaîne. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude à très bientôt, à la prochaine car la science n'attend pas. Ciao! Regardez-moi la tête de chevalier que j'ai là. Mettez tous dans les commentaires Nozman chevalier. Je m'en fous, je suis Aragorn aujourd'hui.